Il ne faut pas une guerre pour qu'un roi perde sa couronne. Parfois, il suffit d'un silence, d'un regard détourné, d'une peur mal nommée qui s'installe entre la volonté et la parole. Le véritable effondrement du pouvoir masculin. Dans une relation ne commence pas par une explosion, mais par une série d'actes minuscules, presque invisibles, où l'homme se tait, cède, attend. Il ne s'agit pas ici de domination féminine, mais de concessions que l'homme fait à l'intérieur de lui-même, souvent sans s'en rendre compte, au nom de l'amour, de la paix, ou simplement pour éviter un conflit. Carl Jung appelait cela la perte du centre. Le roi intérieur, cet archétype fondamental qui donne à l'homme son axe, sa clarté de décision, sa stabilité émotionnelle, ne disparaît pas parce qu'on le détruit. Il s'efface parce qu'on cesse de l'incarner. Et cette abdication intérieure arrive précisément lorsque l'on commence à tolérer des dynamiques relationnelles qui sapent la dignité, qui tordent les règles de respect mutuel, qui érodent la verticalité du regard. Ce ne sont pas les femmes le problème. Ce sont certaines attitudes que l'homme accepte au nom d'un amour qui ne le nourrit plus, mais le consomme. Peu à peu, il devient le spectateur de ses propres renoncements. Il justifie, il rationalise, il se raconte que c'est le prix à payer pour maintenir la paix ou pour protéger l'autre. Mais en vérité, il se protège surtout de lui-même, de son propre inconfort à dire non, à poser une limite, à reconnaître qu'aimer ne suffit pas s'il n'y a pas de réciprocité symbolique. Et c'est ainsi que le roi devient serviteur, non par faiblesse, mais par oubli de qui il est, censé être. Ce que ce contenu propose n'est pas une guerre contre la féminité, mais un rappel silencieux. Certaines attitudes, lorsqu'elles sont tolérées sans conscience, volent à l'homme son trône intérieur. Il ne s'agit pas de contrôler ou de dominer, mais de se rappeler que l'amour n'est pas un théâtre où l'on s'efface pour plaire. C'est un espace sacré où chaque énergie, masculine et féminine, doit être honorée dans son intégrité. Et quand l'un se dilue pour maintenir l'illusion d'une harmonie, c'est tout l'équilibre archétypique de la relation qui s'effondre. Voilà pourquoi il est vital d'identifier les signes, non pour les rejeter violemment, mais pour les regarder en face, et enfin, restaurer ce qui n'aurait jamais dû être cédé, le pouvoir de rester fidèle à soi. Le respect, dans une relation, ne se manifeste pas uniquement dans les grands gestes ou les serments solennels. Il réside dans les micro-gestes, les mots choisis, le ton employé lorsqu'on parle de l'autre en public, et surtout dans la manière dont on protège ou non l'intégrité de celui qu'on prétend aimer. Lorsque des piques acérées, des moqueries déguisées en humour ou des remarques humiliantes sont justifiées au nom de la liberté émotionnelle ou de l'authenticité, il ne s'agit plus d'amour. Il s'agit d'un glissement subtil où le respect est sacrifié sur l'autel de la spontanéité. Jung nous alerte ici sur l'anima négative, cette polarité féminine intérieure qui, lorsqu'elle n'est pas intégrée, se manifeste dans la vie d'un homme sous forme de chaos émotionnel, d'instabilité relationnelle et de confusion morale. Une femme qui critique, rabaisse ou ironise sans conscience de l'impact de ses mots n'incarne pas la force du féminin, mais une version déséquilibrée de celle-ci. Et lorsqu'un homme tolère cela, il ne montre pas de maturité, il enterre sa propre voix. Le plus dangereux dans ce processus n'est pas l'agression en elle-même, mais la justification qu'il s'en fait. Il se dit qu'elle est juste comme ça, qu'il doit être plus fort ou pire encore, qu'il mérite ce traitement. Or, personne ne respecte celui qui reste muet face à l'humiliation. Une hiérarchie émotionnelle saine se construit dans la réciprocité, dans l'écoute et dans la capacité de dire « là, tu es allé trop loin ». Si tu ne dis rien, ce n'est pas seulement elle que tu laisses te piétiner. C'est ton propre roi intérieur que tu trahis. Lorsqu'une remarque te laisse une sensation étrange dans le ventre, une contraction dans la gorge, ce n'est pas ton ego qui réagit, c'est ton intégrité qui se manifeste. Et ce signal, au lieu de l'étouffer, tu dois l'honorer, car chaque parole tolérée qui blesse sans réaction devient une autorisation silencieuse pour que cela se répète. Le respect n'est pas une faveur que l'on mendie, c'est une posture que l'on incarne. Et tout ce qui prétend être liberté, mais se nourrit de l'irrespect, est une fausse lumière, une lumière qui te brûle lentement de l'intérieur. Il existe un théâtre invisible dans certaines relations, où les larmes tombent non pour exprimer une blessure sincère, mais pour régner. Là où l'émotion devrait créer de l'intimité, elle devient une monnaie d'échange. Ce n'est
Pas la vulnérabilité qui est en cause ici, mais la stratégie dissimulée derrière les vagues émotionnelles qui arrivent toujours au bon moment. Au moment où tu poses une limite, où tu t'affirmes, où tu oses nommer ce qui ne te convient. Passe. Et soudain, tu n'es plus l'homme qui pose une question légitime. Tu deviens celui qui blesse, celui qui doit réparer, celui qui doit consoler. L'équilibre est inversé. Ce mécanisme active en toi un archétype puissant, celui du sauveur. L'impulsion archaïque de réparer l'émotion de l'autre pour retrouver l'harmonie, pour se sentir utile, pour redevenir bon. Mais Jung mettait en garde contre cette régression. À trop vouloir être le guérisseur, l'homme se transforme en enfant. Un enfant qui marche sur des œufs, qui fait attention à chaque mot, à chaque geste de peur de déclencher une crise. Il n'est plus souverain dans sa parole. Il devient otage de l'émotion de l'autre, et pourtant tout cela semble normal. Tu te dis que c'est intense, que l'amour vrai n'est pas calme, qu'il faut passer par là pour construire quelque chose de grand. Mais c'est un piège psychique, un piège où la tempête est utilisée pour effacer les fondations. Tu n'as pas le droit de remettre en question le cyclone, car tu es déjà dans l'œil. Et chaque fois que tu essaies de restaurer ton axe, la vague revient, plus forte, plus tragique, plus persuasive. Ce que tu dois comprendre, ce n'est pas seulement que cette dynamique est toxique, mais qu'elle fonctionne parce que tu y participes, parce que tu crois que c'est ton rôle de stabiliser le chaos. Mais un homme aligné ne s'effondre pas pour apaiser. Il reste debout, non pas en fermant son cœur, mais en gardant son centre. Il n'a pas peur de l'arme, mais il refuse qu'elle devienne un levier de pouvoir. Car dès l'instant où tu échanges ta verticalité contre un semblant de paix, tu perds ton trône pour devenir médiateur d'un royaume qui n'est pas le tien. Et cela, à long terme, détruit autant l'amour que la dignité. Il y a des jeux relationnels qui ne se nomment jamais, mais que l'on ressent dès les premières vibrations. Des remarques ambiguës, des exigences imprévues, des défis jetés comme par jeu, mais qui révèlent un test profond. Dans certains cas, ce que l'on perçoit comme provocation ou caprice est en réalité une forme de scanner inconscient. Une femme qui te teste ne le fait pas nécessairement par cruauté, mais pour mesurer quelque chose de plus ancien, plus instinctif, ta capacité à tenir ton axe, à dire non sans vaciller, à rester homme dans le désaccord. Ce phénomène s'enracine dans l'archétype du guerrier endormi. Il est là, présent mais pas vraiment incarné. Il dit oui trop vite, s'adapte trop souvent, rit de choses qu'il ne trouve pas drôles. Il confond gentillesse et absence de positionnement. Et dans ce vide, la femme ressent, parfois sans le vouloir, le besoin de vérifier la solidité de ce qu'elle perçoit comme masculinité. C'est un réflexe archaïque, presque biologique. Non pour soumettre, mais pour voir s'il y a quelque chose, ou quelqu'un en face. Ce test se manifeste sous forme de blagues qui grattent à la confiance, de scénarios où l'on te pousse dans tes retranchements, de demandes absurdes simplement pour observer ta réaction. Si tu te plies sans jamais poser de cadre, tu ne sembles pas aimant, tu sembles vide. Ce n'est pas l'amour qui décline dans ces moments, mais le respect. Car une femme qui teste, même inconsciemment, attend une réponse claire, non une fuite déguisée en calme. Et c'est ici que tout se joue. Si tu réagis avec colère, tu tombes dans le piège. Si tu te tais, tu y restes. Mais si tu observes, si tu retournes le regard, si tu questionnes la logique de ce qui t'est demandé sans te justifier, tu fais émerger une nouvelle posture. Tu ne refuses pas la relation. Tu y imposes une conscience. Tu ne luttes pas contre elle, tu te tiens pour toi. Et là, l'énergie change. Le test cesse, car il a trouvé ce qu'il cherchait. Non un homme parfait, mais un homme qui ne cède pas son centre pour conserver une illusion d'amour. Il existe un type de silence plus violent que 1000 cris. C'est celui qui retire la tendresse, la présence, le contact, sans explication, sans colère déclarée, simplement comme une forme d'absence calculée. Un effacement subtil du lien, souvent justifié par le stress, la fatigue ou un besoin d'espace, mais qui agit comme une sanction invisible. Tu ne sais pas exactement ce que tu as fait, mais tu ressens que quelque chose t'est enlevé. Et dans ce vide, tu t'agites. Tu cherches à comprendre. Tu ajustes ton comportement, tu t'excuses parfois même sans faute. Tu redeviens le garçon inquiet qui veut réparer l'amour perdu. Ce mécanisme déclenche en toi l'archétype du garçon blessé, celui qui confond amour et approbation, désir et mérite. Il croit que si le contact est retiré, c'est qu'il n'est plus assez bon.
qu'il doit faire plus, donner plus, se plier davantage. Et c'est précisément là que le lien devient toxique, car ce n'est plus une relation nourrie par l'échange, mais par le manque. Un lien où l'affection devient une récompense, et non une offrande libre. Et quand l'amour devient conditionnel, il cesse d'être un pont, il devient une laisse. Jung disait « Ce que vous désirez le plus profondément peut devenir la prison de votre âme ». Et c'est dans ces moments que cette phrase prend tout son sens. Car ce que tu veux, c'est simplement retrouver la douceur, la chaleur, la connexion. Mais en courant après, tu acceptes de perdre ton axe, ton calme, ta vérité. Tu transformes ton identité en négociation, et chaque geste que tu poses alors n'est plus une expression de ton être, mais une tentative d'achat affectif. Il ne s'agit pas ici de condamner celle qui se ferme, car elle peut elle aussi être prisonnière de ses blessures. Mais il est vital de ne pas confondre empathie et abdication. Être présent ne veut pas dire supplier. Offrir de la constance ne signifie pas mendier. Si la connexion disparaît sans mots, sans échange sincère, et que tu réagis en te diminuant, en te pliant, alors tu entres dans un cycle où l'amour devient chantage. Et c'est à ce moment que tu dois te rappeler. Un roi ne demande pas l'amour, il l'inspire, par sa dignité, par sa clarté, et par sa capacité à rester debout, même quand le toucher s'éloigne. Il est des relations où, sans que l'on sache exactement comment, une personne devient la mesure de toute chose. Elle détient toujours la raison, incarne la morale, définit ce qui est juste, noble, acceptable. Et l'autre, lentement, devient celui qui apprend, qui se corrige, qui s'adapte. Ce n'est plus une relation, c'est une hiérarchie déguisée. Une relation où l'un se tient au sommet du discours et l'autre s'efface dans l'ombre du doute. Il ne s'agit pas ici de sagesse ou de maturité supérieure, mais d'un mécanisme de domination symbolique, d'un piédestal toxique où l'amour est codifié selon les termes d'un seul. Cette posture de supériorité constante convoque un archétype ancestral et redoutable, celui de la grande mère dévorante, celle qui aime mais en contrôlant, qui protège mais en limitant, qui offre mais en conditionnant. Dans cette dynamique, l'homme cesse d'être partenaire pour devenir disciple, parfois même fils spirituel. Il vit dans une forme d'infantilisation affective, où ses choix sont toujours soumis à l'approbation implicite de l'autre. Et ce contrôle ne se fait pas par la violence, mais par la vertu. Ce n'est pas la peur qui le domine, c'est la honte de ne pas être assez bien. Progressivement, il n'ose plus affirmer ses goûts, ses opinions, ses intuitions. Il les adapte, les filtre, les reformule pour éviter le jugement, pour conserver l'harmonie. Mais cette harmonie est un mensonge, car l'amour qui exige la soumission mentale n'est plus amour, c'est domination maquillée en supériorité morale. Et ce qui est plus insidieux encore, c'est que cette dynamique est souvent soutenue par des discours élevés, des valeurs spirituelles, éthiques ou intellectuelles. Ce qui rend la critique encore plus difficile, car toute remise en question semble être une attaque contre le bien. Et pourtant, l'amour véritable n'écrase pas. Il élève, il ne dicte pas la vérité, il l'explore à deux. Lorsque tu te rends compte que tu as cessé de penser librement dans ta relation, que tu as internalisé un tribunal invisible où tu es toujours jugé coupable, il est temps de renverser le miroir. Non pas pour accuser, mais pour reconnaître que le pouvoir n'est jamais perdu d'un coup. Il est abandonné par fragments. Et c'est dans l'acte courageux de reprendre la parole, de poser des questions, de refléter ce qui semble indiscutable, que tu redonnes vie à ton roi intérieur. Car un trône partagé ne signifie pas un trône conquis. Il doit être gardé non pour dominer, mais pour rappeler que le respect mutuel est la seule loi de l'amour authentique. Ce n'est pas dans le tumulte d'une dispute que le pouvoir masculin se dissout. C'est dans les moments silencieux, où l'on cède un espace de soi, où l'on ne dit rien, où l'on accepte des dynamiques qui érodent l'âme. La perte ne vient pas d'un affront direct, mais d'un consentement répété à ce qui désaligne. Et ce que Jung nous rappelle, dans sa sagesse brutale mais libératrice, c'est que ce que tu ne confrontes pas te contrôle. Ce n'est pas l'autre qu'il faut affronter d'abord, c'est soi-même. Les zones où l'on s'est tu, les gestes que l'on a justifiés, les blessures que l'on a couvertes de raison. Reprendre son centre, ce n'est pas devenir dur,
ni devenir distant. C'est redevenir entier. C'est oser revoir chaque moment où tu t'es courbé pour garder une paix qui n'était qu'illusion. C'est redonner un nom aux actes que tu as tolérés par peur de perdre quelqu'un, alors que tu étais en train de te perdre toi-même. L'amour mature ne demande pas que tu te renies. Il exige que tu sois là, debout, clair, ancré. Ce que tu acceptes en silence forge la dynamique invisible qui régit ta relation. Et chaque limite que tu redessines est une déclaration d'amour, d'abord pour toi. Si ces mots ont fait résonner en toi un souvenir, une situation, un lien actuel, ne les ignore pas. Partage-les avec un frère, un ami, un homme qui vacille peut-être aujourd'hui dans l'ombre d'un amour qui le ronge. Il ne s'agit pas de condamner une femme, mais de rappeler à un homme qu'il a le droit de ne pas se sacrifier, qu'il a le devoir de rester roi, même lorsque l'émotion le pousse à se faire serviteur. Et enfin, souviens-toi, le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait d'imposer, mais dans le fait de tenir. De tenir ta vérité, ton axe, ton souffle. Le roi n'a pas besoin de punir la reine, mais il ne doit jamais oublier qu'il est le gardien du trône. C'est dans cet équilibre que naît la relation juste, et c'est dans cette posture que tu redeviens le centre de ta propre histoire.